Comment le conformisme s'infiltre-t-il dans notre vie professionnelle ? Comment façonne-t-il nos comportements et nos décisions, parfois sans même que nous en soyons conscients ? Et est-ce qu'on peut l'éviter, le contourner pour préserver notre intégrité et notre autonomie ? Pour moi, le conformisme n'est pas juste ce méchant défaut qu'il faut à tout prix éviter. Il teinte au final chacun de nos choix, chacune de nos actions. Et il nous laisse partager entre la nécessité de s'adapter et le désir de rester fidèle à soi-même. Sacré sujet, Jean Grimaldi d'Esdras. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Grâce. Vous êtes l'auteur de La banalité du conformisme, restez libre dans ses idées aux éditions Gérézo. Et je continue la petite présentation. Vous êtes aussi ancien DRH dans le secteur industriel et fondateur de Formadi, société de conseil en management. Donc je suis ravie de vous avoir avec moi pour explorer la manière dont le conformisme nous guette dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, et comment est-ce que il vient aussi être une limite à l'innovation au sein de l'entreprise. Pour commencer, je vais laisser la parole aux auditeurs et à Adrien qui allait leur poser la question dans les rues de Toulouse. Je pense qu'on peut se sentir libre au travail. Tout dépend en fait de la situation où on est. Dans un certain contexte, dans le sens où au travail, on doit avoir un cadre, sinon c'est n'importe quoi. Et à partir du moment où on choisit bien son travail et on est dans une bonne équipe et une bonne ambiance, je pense qu'on peut avoir certaines libertés. En soi, dans le travail, je pense que la liberté, elle est... Si on n'est pas pour nous-mêmes, on peut aller jusqu'à 60% de liberté. Le reste, on est obligé de suivre quelque chose. On n'a pas le choix, on a un patron. C'est obligé. Si je veux être vraiment libre, je travaille pas, je vais vivre au Sahara. Là, on est libre, pour le coup. Je pense que ça dépend des métiers. Il n'y a pas tous les métiers où on peut être libre. Vraiment, moi, je suis manager dans un McDo. On peut être libre, mais je pense que dans certains métiers, on ne peut pas être autant libre que nous. Oui, par rapport à mon travail là, je me sens libre parce que c'est un travail qui a pas de pression et tout. Alors voilà, ça c'est un sujet très important parce que par rapport à mon ancien travail, je me sens beaucoup mieux dans celui-là. L'autre travail, je pense que c'était un contexte et un environnement, j'arrivais pas de moi-même. Je pense qu'au niveau personnalité, on peut être à 70, 80%, quelque chose comme ça. Ouais. C'est vrai que voilà, dans le cadre du travail, on est souvent obligé de jouer un rôle. Il y a des métiers qui sont plus libres, par exemple les métiers dans l'art, parce qu'on peut plus se montrer comme on est, être plus extraverti. Si on travaille dans un travail qui nous correspond et que le cadre coïncide avec notre propre cadre, on peut avoir une sensation de totale liberté, effectivement. Dans le travail dans lequel je suis actuellement, je me sens totalement moi-même grâce à l'équipe, grâce à l'environnement qui est super agréable, super drôle. Donc ça c'est très très bien pour moi-même et même pour les autres. Là je suis moi-même, ouais. Tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est très intéressant. Ça va nous aider à donner une définition du conformisme. Mais juste avant de vous laisser la parole, je voulais vous faire écouter un petit extrait qui vient d'un film qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus, qui, je trouve, est aussi un bon élément pour définir le conformisme. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment. » Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure ? Nous avons tous besoin d'être acceptés. Mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit « c'est mal ». Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. » Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette belle définition ? D'abord, bravo pour le choix de l'extrait, parce que je crois que le cinéma est peut-être ce qui, aujourd'hui, nous sauvera dans la formation des personnes en entreprise. Parce qu'on n'est plus capable, en termes de livres, même si j'en écris, de donner toute la force de l'émotion et du sentiment pour comprendre une donnée. Là, dans cet extrait, tout est dit, en fait. Alors, je vais essayer, non pas de rajouter quelque chose, mais de donner mes propres mots. En fait, en 2 temps. En 3 temps. Si on donne une première définition basique, en fait, c'est parler ou agir ou se comporter comme se comportent et agissent tous les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'exprimer quelque chose de différent
parce qu'on se sent plus en sécurité de faire comme les autres. Ça, c'est la base d'une définition du conformisme. Il faut revenir à l'histoire aussi. C'est toujours intéressant. Est-ce que vous savez, grâce d'où vient le mot conformiste? Aucune idée. Ça doit être du latin. Et pas du tout. Du grec. Fois, ça vient de l'anglais. Ça vient de l'anglais. Et en fait, conformiste, c'est celui, lorsque Henri VIII a imposé la réforme anglicane en Angleterre, un conformiste, c'est celui qui se pliait à la religion officielle. D'accord. Pourquoi conformiste. C'était, on se conforme à la religion officielle. Et alors, un troisième temps quand même, et vous l'avez dit très finement, je trouve, non seulement on a envie d'être un peu conformistes les uns les autres, mais en même temps, on le doit, curieusement. Même si je m'élève contre le conformisme, il y a un curseur dans la vie, et il faut savoir utiliser ce curseur. En fait, je prendrais le curseur de la politesse, du respect réciproque et tout ça. Il y a beaucoup de conventions et donc de conformisme dans la politesse. Je suis arrivé, vous m'avez salué gentiment et tout ça. J'avais envie du coup de rester avec vous. Vous m'auriez pas salué, j'aurais pas eu envie de rester avec vous. En fait, on est dans tous les actes de la vie d'entreprise projetés dans ce respect des conventions. Ne pas les respecter, c'est très grave. Je vais vous prendre un exemple. Un grand patron m'a appris quelque chose. Il m'a fait travailler notamment sur la notion de respect. Et le jour où il m'a reçu comme tout bon consultant pour parler de la proposition que je devais établir, il m'a dit, vous savez, je voudrais que vous me parliez de courtoisie et de politesse. Alors, il a vu à mon regard que c'était pas dans les standards normaux de l'entreprise ou d'un cabinet de conseil. Il me dit, non, vous trouverez les bons mots, mais en fait, le problème, il est là. Les gens veulent qu'on leur dise bonjour, merci, s'il vous plaît. Et je trouve qu'un grand patron, alors oui, c'était conformiste ce qu'il disait, mais n'empêche, c'est ce qu'attendent les gens, la base de la considération. Et donc, on est là dans le curseur normal. Après, quand on pousse ce curseur sur la politesse et quand vous rentrez dans une société très policée ou quand on vous dit bonjour, en fait, on se moque de vous, par exemple en regardant vos chaussures, qui ne paraissent pas adaptées par rapport au milieu où vous êtes, eh bien, on se fiche de vous. Donc, derrière la politesse, il y a quelque chose de cynique. Donc, oui, au conformisme, convention qui montre le respect, non au conformisme qui, d'un certain côté, va me faire perdre l'authenticité de ce que je dois penser des autres. Complètement. Je crois que c'est un peu ça. Alors après, en entreprise, quel est le conformisme et comment on pourrait le définir? Comment on le repère en entreprise? Alors, on le repère assez facilement, à savoir que c'est le silence... Je vais vous raconter une anecdote, mais finalement, moi, elle m'a tellement fait rire pendant quelque temps. J'étais dans une grande convention d'entreprise et j'étais derrière une série de jeunes, on va dire des trentenaires, donc les premières responsabilités, mais pas encore le top management. Et ils étaient 3 ou 4 devant moi, ils avaient une feuille de papier comme ça et des crayons Bic. Et puis, ils jouaient au morpion, ce qu'on a tous fait quand on était au lycée. Et alors, je me disais quand même, ils sont quand même incroyables. On les invite à une super convention et ils jouent au morpion, les gars, mais ça va pas quand même. Eh bien, ils repéraient dans le discours des intervenants les mots conformistes les plus usés et les plus usités dans l'entreprise. Et donc, ils se les étaient répartis et ils faisaient leur croix de morpion. Donc, comment on les repère? D'abord par le langage. Voilà, quels sont ces mots? Quel est ce vocabulaire? Les mots mode dans une entreprise. À un moment, vous allez avoir la disruption. Après, vous allez avoir la bienveillance. Chaque mot est extrêmement riche et extrêmement légitime. Le problème, c'est quand il devient simplement une mode creuse et sans galvaudé, ça n'a plus de sens, en fait. Alors, comment on remarque le conformisme? Au fait que les gens n'expriment plus véritablement leur idée et attendent que ça se passe. Les réunions sont des cérémonies auxquelles on assiste, mais on n'a pas envie d'apporter ses vraies idées. Et là, on se dit, nous sommes complètement dans le conformisme.
du coup, ce conformisme-là, son opposé, disons, enfin l'opposé, il est contre la liberté, il est contre le... Alors, je dirais pas contre la liberté, mais c'est un conformisme qui vous enlève les couleurs. C'est une belle image. Vous n'avez plus de couleurs, vous êtes dans le gris comme tout le monde se ressemble, tout le monde est de la même couleur, et il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, comme ça. Et alors, je me dis toujours, mais pourquoi... J'avais un patron qui était très atypique, il m'avait dit, retenez 2 choses. Ce n'est pas parce qu'on est invité à une réunion qu'on est obligé d'y aller. Et c'est pas parce qu'on y est allé qu'on peut pas partir en avance si ça vaut rien. Et la plupart des gens vont à toutes les réunions et ils restent jusqu'à la fin, par conformisme. Alors, j'ai interrogé une jeune manageuse, le terme est pas beau, mais vraiment une jeune femme de talent. Et je lui dis, mais pourquoi tu assistes à toutes ces réunions? Tu as un poste incroyable, tu as des dizaines de collaborateurs, tu as un sujet passionnant et tout ça, pourquoi tu y vas? Il me dit, mais si je n'y vais pas, je serai tué. Ou alors c'est un de mes collaborateurs qui sera tué. Donc, je fais de la présence, je dis rien, je fais pas de vagues, mais au moins j'évite le pire. Ça, c'est le pire du conformisme en entreprise. C'est finalement, au bout d'un moment, on se dit « je survis ». Et peut-être que le conformisme en entreprise, c'est ça. C'est de se dire « quelle est la bonne solution pour survivre ?» Voilà, je veux survivre. Alors survivre, ça veut dire quoi? C'est préserver mon statut, mon salaire, mon job. Ça dépend du niveau où on est. Mais je pense que les gens sont touchés par le conformisme parce qu'ils veulent survivre. Oui. En fait, c'est terrible parce que le conformisme, à la base, on le verra certainement un petit peu plus tard, mais en fait, il est nécessaire à la société. C'est grâce à lui qu'on vit en société, qu'on survit, mais même qu'on vit, je pense, on peut le dire simplement. Alors oui, on vit ensemble. Oui, mais alors oui, on a besoin du conformisme et je vais dire de toutes les conventions qui permettent à n'importe quelle société, organisation de fonctionner. Parce qu'il y a des règles et si les règles sont pas suivies, c'est le bazar. Et quand il y a le bazar, il y a vraiment beaucoup de dommages collatéraux pour les uns et pour les autres et pour le client à terme. Mais c'est qu'en fait, malgré les règles et les conventions, il faut toujours avoir l'idée que la liberté de se comporter un peu différemment existe encore. Parce qu'autrement, je prends toujours cet exemple des sociétés paysannes qu'on est vraiment plus très nombreux à connaître directement. Moi, je ne l'ai pas connu directement, je l'ai connu par des grands-parents. Mais il y avait à la fois un très très grand conformisme social, parce que les voisins vous regardaient, quoi. Comme en entreprise, hein. La personne qui est dans le bureau d'à côté, il vous regarde. Si vous sortez trop tôt à 5h30, 6h, il vous dit « tu prends ton après-midi ». Voilà, ça c'est du conformisme. Mais il y avait aussi beaucoup d'originaux dans ces sociétés paysannes. Et alors, je trouve que c'est un drôle de paradoxe. Il faut à la fois respecter les règles et se conformer à des règles, mais il faut aussi laisser aux gens la liberté à certains moments de lâcher la vapeur, d'être différent, de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui vont faire du bien à un moment. Alors, je ne sais pas si c'est pour éclairer peut-être nos auditeurs, de pousser un peu plus loin la définition du conformisme. Moi, il y a quelque chose qui a été une grande découverte pour moi, c'est la pensée de groupe. Ce qui est... Alors, c'est Janis, c'est ça? Janis, le professeur Janis aux États-Unis, il est décédé, je crois maintenant, mais il a travaillé sur ce sujet dans les années 60. En fait, cette pensée de groupe est la traduction complète du conformisme en entreprise. Ça veut dire quoi, la pensée de groupe? C'est une entreprise où il y a une culture assez forte, donc les gens spontanément pensent un peu pareil, se parlent avec le même langage, s'habillent peut-être un peu pareil, etc., etc. Et au bout d'un moment, il y a des réflexes quasiment immédiats dans la manière de penser, de se comporter, de décider, etc. Sauf que cette grande force de cohérence, c'est là où on voit toujours le curseur, en fait. Ça devient un empêchement parce que si on pense tous pareil à tous les moments et qu'on se dit il n'y a pas de mur et qu'il y a quand même un mur, on se prendra tous le mur. Et que personne n'osera dire il y a un mur parce qu'on dit mais non, c'est une illusion, il n'y a pas de mur. Si je suis le seul à le voir, c'est que... Voilà.
Et la pensée de groupe est le phénomène qui conduit les hommes et les femmes d'une entreprise à culture forte à penser tellement la même chose que les gens taisent ce qu'ils ont à dire à certains moments. Ce qui a introduit des biais énormes, notamment la fameuse explosion de la navette Challenger. Et puis, il y a eu des tas de... Il faut se référer à un petit livre qui est à la fois désopilant et très triste, Les décisions absurdes de Monsieur Morel, qui est un ancien DRH de Renault chez Folio. Et il cite des tas de cas de décisions absurdes, mais beaucoup sont liés à la pensée de groupe. Et cette pensée de groupe, finalement, a été étudiée dans le cadre du fonctionnement historique de la crise de Cuba et de l'invasion de la baie des Cochons. Les missiles de Cuba ont été une réussite pour l'équipe Kennedy. La baie des Cochons et son débarquement ont été un grave échec. Et en fait, Janis avait mis au point tout un protocole pour qu'une équipe sache se détacher de sa culture, de la présence du chef, pour justement, à un moment, retrouver une petite musique personnelle, parce que chacun d'entre nous, nous pensons à un moment différemment. Mais si on le dit à personne, alors, à la limite, quand on rentre chez nous le soir, on a l'impression d'une très, très grande liberté parce qu'on le dit à notre conjoint. Oui, mais ça sert à rien. Et là, vraiment, mais si, ça nous libère quand même, ça nous libère pour le dire. Mais efficacité zéro, donc... la pensée de groupe est certainement, à mon avis aujourd'hui, malgré tous les beaux discours, la chose qui guette beaucoup d'entreprises, en fait. Ouais, le phénomène qui guette beaucoup d'entreprises. Complètement, on va en parler juste après. Je voulais juste ajouter un petit mot, du coup, sur Solomon Asch, qui lui a fait une étude des expériences, notamment dans un ascenseur où il met tout le monde dos, au final, aux portes de l'ascenseur. C'est tous des comédiens. Et puis arrive quelqu'un qui, petit à petit, on le voit face à la caméra, qui se tourne et puis qui fait semblant de trouver un prétexte pour se tourner encore plus et se mettre comme tout le monde, dos à la porte. Et lui-même ne sait pas pourquoi il le fait, mais vu que tout le monde le fait... Il y a un phénomène qui a été très étudié, c'est un sociologue du 19e siècle, donc là aussi, il faut parfois se méfier, l'actualité, parfois dans des livres plus anciens que les livres récents. Il s'appelait Tarde, T-A-R-D-E, donc ça vaut le coup et il a écrit un livre de l'imitation. Et en fait, dans le de l'imitation, il étudie ce phénomène déjà à l'époque. L'homme fonctionne par imitation. Alors c'est toujours pareil, c'est le curseur. Si vous travaillez avec quelqu'un qui vous apprend des choses extraordinaires dans votre métier, l'imitation est légitime et extraordinaire. Mais quand vous imitez n'importe quoi, eh bien le curseur est placé du mauvais côté et donc ça vous sert plus à rien. Et donc, c'est le problème de l'imitation. L'homme, la femme, n'apprend que par imitation. Beaucoup. Pas par les livres, pas en se gavant d'ordinateur, c'est simplement par imitation, parce que c'est là où on mémorise les choses. Où place-t-on le curseur ? Et alors, pour savoir placer le curseur, il faut rester un peu libre dans sa tête. Exactement. Pour revenir du coup sur l'entreprise, vous en parliez un petit peu, quels sont les leviers qui conduisent au conformisme dans le monde de l'entreprise ? Au-delà même, on a parlé du vocabulaire, là, quelque chose qui est peut-être plus profond. Il y a quelque chose qui est plus profond et qui... Alors, je vais déjà donner... je vais révéler qu'on s'est beaucoup parlé avant. On a préparé, et que donc, j'avoue. Voilà. Et j'ai trouvé que vous aviez une remarque extrêmement judicieuse en disant finalement, ce qui peut aider les entreprises, c'est à se greffer sur leur propre culture. Parce que quand on se greffe sur sa propre culture, déjà on a une identité particulière et on n'est pas comme tout le monde, etc. Donc je pense qu'il faut partir de cette idée-là. Les entreprises qui jettent leur propre culture, leur langage, leurs outils pour prendre des choses, non pas à la mode, mais que tout le monde a, font une erreur. Je vais prendre des exemples, mais évidemment sans citer les entreprises. Mais il y a des concepts que l'on voit partout. Alors, dans les années 80, 90 surtout, il y a eu la mode du re-engineering, la méthode pour réorganiser les entreprises. En soi, génial. Ça permet de faire des gains de productivité, pourquoi pas. Mais après, tout le monde les utilise. On définit des processus. Génial. Mais le problème, c'est que tout le monde définit les processus et au bout d'un moment, les consultants poussent à définir les mêmes processus partout. Donc, tout s'uniformise. Et puis après, il y a
il faut quasiment un glossaire pour pénétrer ces nouvelles langues, mélange de franglais ou je sais pas quoi, et les gens n'arrivent pas à comprendre spontanément de quoi on parle quand ils sont à la base. Par contre, le niveau manager, cadre, a l'impression de déchoir s'il ne connaît pas bien ces mots. Et donc, il les répète à satiété. Donc, en fait, on a des types de structures, des types d'outils, des types de langage qui conduisent au bout d'un moment à une pensée uniforme dans l'entreprise, mais curieusement à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus rien qui est adapté à notre proximité réelle. Une entreprise qui fabrique des mondes ne fabrique pas des micros, et donc il doit y avoir une culture, un langage extrêmement différent. C'est en gardant ce langage différent qu'on garde une identité propre qui évite de pousser au conformisme. Il y aura toujours des tempéraments, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, je crois, Grace. Il y a des tempéraments qui sont plutôt rebelles, et il y a des tempéraments qui sont beaucoup conformistes. et dans toute... vous rassemblez une équipe, à la fin de la première journée, vous voyez tout à fait les tempéraments. Dans un séminaire, quand on en anime, je m'amuse toujours à la fin de la première journée en disant « Est-ce que vous avez repéré l'anarchiste qui est parmi nous ?» En fait, vous avez toujours une personne, homme ou femme, qui pose la question décalée, qui intervient pas au bon moment, c'est l'anard du groupe. C'est un peu le rebelle. Mais il faut des rebelles aussi pour percevoir que ce qu'on fait est peut-être tellement basique qu'il y a peut-être d'autres choses et d'autres manières de faire. Et je pense que, vous voyez, il y a des leviers qui nous viennent un peu de l'extérieur, auxquels on adhère, qu'on paye malheureusement. Les grandes entreprises font appel à beaucoup de consultants. Alors, c'est pas bien de décrier les consultants, mais moi j'ai envie de leur dire, mais méfiez-vous. Vous avez plein de gens chez vous qui pourraient faire le travail aussi bien. Et donc le consultant, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avec ses PPT qu'il a rédigés pour une autre entreprise. La veille, il change le titre et le logo, très important, le logo. Et il nous donne le même langage qu'il a diffusé à une autre entreprise. Et ça introduit un lit du conformisme qui est extraordinaire. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous me disiez quand on a préparé notre échange, c'était notamment sur les études, qui fait qu'en fait, ce conformisme, il va commencer très tôt, au final, malheureusement, et s'exprimer du coup assez tardivement au sein de l'entreprise. Oui, malheureusement, en fait, je vais prendre un exemple. J'ai été RRH, DRH, patron de DRH. En fait, je suis très frappé de voir la conformité de la corporation actuelle. Je m'explique. Il y a autant de gens brillants qu'avant, il y a autant de gens compétents, le sujet n'est pas là. Sauf que, il y a quelques années, on avait le courage de mettre des gens de terrain, blanchis sous le harnais, je crois qu'on disait à l'époque, mais qui apportaient un réalisme qui était extraordinaire à des plus jeunes. Or, aujourd'hui, quand je vais en entreprise, je constate que c'est la même tranche d'âge, le même sexe. Il fallait pas le dire ça. Bon, donc la même tranche d'âge, le même sexe et la même formation universitaire. Mais c'est pas la faute des personnes. On a la pensée de son âge et l'expérience de son âge. On a lu les livres qu'avait conseillé un universitaire dans lequel on a fait sa formation. C'est pas la faute des jeunes qui essayent d'avoir leur examen et d'avoir une carrière. Mais il n'y a plus l'élément extérieur qui dit « Oh, tu sais, moi, dans notre métier, ça fait 20 ans, quand j'étais sur le terrain, tu sais que... » Ça n'existe plus. Alors je me dis, mais on les prend pour des idiots, les gens de terrain. Pourquoi on mixe pas les équipes RH en mettant justement des jeunes universitaires et des gens venus du terrain? Et vous avez essayé de le faire, vous? Et ça marche. Mais même, vous disiez que vous aviez essayé de travailler avec des jeunes en leur disant « venez voir » et qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Oui, c'était un peu... Ils avaient un peu peur du contact. Oui. Ils avaient un peu peur du contact parce que ne serait-ce que la rugosité du langage des gens de terrain, parfois, peut choquer, alors qu'elle est vraie, elle est nette, elle est claire, etc. Alors, il y a une autre idée. Quand j'ai été embauché, donc, il y a très, très, très longtemps par une entreprise, j'ai accepté d'aller dans cette entreprise parce que le DRH était un agrégé de grammaire. Je cite l'anecdote parce que moi, ça m'avait à l'époque
scier les pattes. Oui. Je me dis, un agrégé de grammaire, moi je m'attendais à un juriste comme moi, un psychologue, un agrégé de grammaire, un normalien. Je me suis dit, là quand même, c'est extraordinaire. Et en fait, c'était un patron d'une très haute volée, extrêmement concret, et il nous a appris une chose à l'époque, il dit, vous savez, il faut mettre des littéraires un peu aussi. Il ne faut pas que des gens de terrain, il ne faut pas que des juristes et des psychologues, un ou deux littéraires, un ethnologue, un anthropologue, un littéraire, lettres classiques, parfois ça fait poser les questions différemment. Voilà. C'est peut-être déjà une solution pour casser le conformisme. Ne pas être tous pareils. Voilà. C'est vrai. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il suffit souvent d'une personne. Oui. C'est une personne qui s'oppose et puis tout de suite... Puis après, ça fait venir... Une fois qu'on a cassé le groupe, en fait, ça fait venir la diversité. Janice a pour casser le conformisme dans une réunion, parce qu'il faut donner aussi des petits trucs pratiques. Janice a une idée. Alors, il a 2 idées. Il dit déjà, il y a certaines réunions où le chef ne doit pas être présent. C'est tout bête, mais quand le chef n'est pas là, vous avez tous les gens qui aiment bien quand même être dans le fil du message du chef, qui redeviennent libres, puisqu'il n'est pas là. Mais aussi, il avait proposé une deuxième chose. À tour de rôle, on désigne dans une équipe qui se réunit régulièrement, un projet, un CODIR, que sais-je, un COMEX, on désigne l'avocat du diable de la séance. Pas l'avocat du diable permanent, autrement il serait tête de turc des gens. Et en fait, chacun s'exerce pendant la séance à apporter une critique constructive des projets en cours et à trouver des idées. Attention, là, peut-être que c'est pas la bonne analyse, on n'a peut-être pas rassemblé tous les faits, on n'a peut-être pas creusé jusqu'au bout le sujet. Je trouve que c'est deux solutions de bon sens, mais qui permettent à un certain nombre de personnes de retrouver leur liberté de pensée et de parole, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça me fait penser à l'école, parce qu'on parlait déjà donc des études où tous les managers et tous les chefs d'entreprise passent au final un peu par le même parcours. Oui. Mais on peut même remonter encore plus loin. On a une éducation, en France en tout cas, qui est basée sur disons, l'écoute, on emmagasine du savoir, mais on ne nous apprend pas forcément à lever la main, à poser des questions, à penser par nous-mêmes, ce qui est difficile. Du coup, c'est difficile. Ça devient difficile. Plus tard vous aussi avez de le raison. faire. Dans mon expérience d'enseignant en droit, je quittais donc une entreprise industrielle. Je me suis retrouvé dans des amphis de 500 à 600 personnes. Donc ça a été une expérience pour moi vraiment très enrichissante. J'imagine. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne posent pas de questions ? Alors, j'ai compris, d'abord, les universitaires ont horreur que les gens posent des questions en amphi, parce que si l'amphi part, vous le tenez plus. C'est vrai. Mais en même temps, ils sont tétanisés, parce qu'une foule de 600 personnes, c'est quand même une foule de 600 personnes. Même là, si elle est tranquille, etc. Si vous allez trop vite, vous avez les stylos qui martèlent sur les trucs de l'amphi, et vous avez compris qu'il fallait redicter le mot qu'ils n'ont pas bien entendu, ou qu'ils ne comprennent pas. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que la manière dont on formait les gens, c'était en leur enseignant du linéaire. C'est-à-dire qu'on leur dicte un truc linéaire, où on leur parle de quelque chose de linéaire, au lieu justement de faire des ruptures, en posant des questions, peut-être même directement, en instaurant un dialogue, en faisant circuler un papier. Enfin, oxygéner l'esprit. Je crois que toujours dans notre préparation, on se disait la capacité d'attention de chacun d'entre nous est courte et brève. Exactement. Déjà, les gens qui nous écoutent sont extraordinaires d'être arrivés jusque-là. D'être arrivés avec nous jusque-là, mais il paraît que c'est 10 à 15 minutes maxi. Et donc, il faut réoxygéner notre capacité d'attention. Ça veut dire que dans le domaine du conformisme, si vous êtes dans un petit endormissement qui commence, si vous avez quelque chose qui vous dérange et qui vous fait bouger sur votre chaise, etc., vos neurones se remettent à fonctionner différemment. Si par contre, tout est là pour vous endormir, et si vous avez à peu près encore 60 slides avant d'arriver à la pause, vous vous dites, ouf, il ne peut pas appuyer plus vite quand même pour que ça défile. C'est ça qui crée le conformisme en entreprise. Et les solutions, vous voyez, sont au niveau d'équipe, de fonctionnement en entreprise, sont assez simples. Il faut laisser la parole à des gens différents. Voilà.
Ouais. je Et pense. c'est ça. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre, c'est la leur donner, les inciter aussi à apprendre. Ils vont sortir des bonnes idées au bout d'un moment. Ouais, Quoi. complètement. Je voulais vous faire écouter un dernier extrait, qui est un extrait de Marguerite Yourcenar, qui est interviewée sur le conformisme. Le conformisme est pour vous une méchante maladie? C'est une misérable maladie, en tout cas. Et pourquoi est-ce une misérable maladie? Parce qu'il vous empêche d'exister. Parce que les gens qui sont véritablement conformistes n'ont pas vécu. C'est ça, les gens Bravo. qui sont véritablement conformistes n'ont Misérable. pas vécu. Misérable. Alors, là où il ne faut pas être trop dur, c'est nous l'avons tous été. Et donc, il ne faut pas se flageller. Mais à un moment, il faut peut-être se mettre une garde de l'esprit. C'est pas dans le cercle des poètes disparus, la garde de l'esprit. Hein? Peut-être. Voilà, oui. Il faut se mettre une garde de l'esprit en se disant, attention, là, je deviens trop conforme. Qu'est-ce que je peux faire sans faire de scandale pour retrouver ce que je pense sur un sujet? Je pense que c'est le... Voilà. Mais c'est fort ce que dit... Ah oui, elle y va pas par quatre chemins, pour le coup. Misérable. Surtout que, Bon. dans notre échange, on a vu que le conformisme fait quand même partie de nos quotidiens, qu'il est essentiel. Donc, Alors, c'est encore une fois une question de milieu. Est-ce qu'il ne faut pas donner deux noms, peut-être? Parce qu'il y a la convention et le respect des règles et de l'autre. Et puis d'abandonner le mot conformisme à cette espèce de travers misérable qui fait qu'on n'ose plus dire ce qu'on pense. Et pourquoi on n'ose plus dire ce qu'on pense? C'est la peur du rejet. D'où vient cette autocensure, finalement? Ouais. Alors, je crois qu'il y a un phénomène, ça dépend des individus qui ont un squelette plus ou moins fort pour résister à un groupe. Mais c'est pas facile de résister à un groupe. Parce que c'est confortable d'être bien avec les autres. Si on vous fait la tête quand vous sortez de réunion, c'est moins sympa que plutôt, tiens, tu viens prendre un café avec nous. Donc on est tous pareils, on préfère aller prendre un café plutôt que de tous les gens qui se défilent sans vous dire bonjour, au revoir, etc. Je crois qu'il y a un phénomène psychologique. C'est que d'abord, il y a une dissociation. Alors, pardon du langage un peu... J'ai pas trouvé d'autres mots pour expliquer l'affaire, mais dissocier, c'est séparer deux éléments. En fait, on sépare dans un premier temps de manière régulière notre conviction et notre apparence. D'accord. Et donc, on perd une cohérence. Donc, on dissocie notre conviction profonde et ce qu'on dit, ce qu'on regarde, ce qu'on fait. Donc, c'est un phénomène de dissociation. Et puis, au bout d'un moment, on passe à un autre niveau, c'est qu'il y a une quasi-dépersonnalisation. En fait, c'est ça. En fait, est-ce qu'on se met dans la pensée générale, disons, ou la pensée des autres, pour faire partie du groupe, mais on garde au final nos pensées, c'est différent, mais on met ça de côté, ou est-ce qu'on adhère complètement à la pensée? Non, au bout d'un moment, alors il y a un entre-deux. En fait, plus on dissocie sa cohérence, plus au bout d'un moment, ce que l'on croit être notre pensée riche, nuancée, subtile, que l'on dira à notre conjoint ou à notre ami ce soir, sans risque, eh bien on l'oublie. En fait, il y avait une grande formule qui disait auparavant, quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Je crois que le conformisme, c'est un peu ça. Hein. Au bout d'un moment, à force de ne pas exprimer qu'on n'est pas d'accord, qu'il y a des choses qui ne se font pas, prenez le problème de l'éthique des affaires. À un moment, quand il y a des comportements dans une profession qui ne vont pas du tout, c'est facile d'être conformiste et de dire ça t'intéresse bien toi aussi qu'on fasse le chiffre et tout ça. Oui, mais au bout d'un moment, ça se fait pas. C'est illégal, c'est pas bon pour les hommes, donc il faut arrêter. Mais un premier renoncement amène un autre renoncement et quand vous avez renoncé de nombreuses fois, qu'est-ce que vous pensez vraiment? On ne sait plus, en fait. C'est ça le problème. Plus rien. Vous vous êtes dissous. En fait, il y a un troisième... après la dissociation, la dépersonnalisation, on arrive à une dissolution avec une personne qui devient finalement... Parce qu'on sait toujours quand on fait bien ou pas bien dans la vie. Hein. Et donc, au bout d'un moment, il devient un peu triste parce qu'il est mal dans ses baskets. On s'en sort pas indemne. Et oui, au début, on s'égratigne et après, on se blesse profondément. L'autre jour, j'arrive à un séminaire et puis il y a une personne qui s'est précipitée vers moi qui me dit « Ah, je vous ai eu, vous !»
Alors, je me suis dit, d'accord. Il me dit, oui, j'ai déjà fait un séminaire avec vous. Alors, je me suis dit, zut, j'espère que je ne dis pas la même chose quand même 3-4 ans après, parce que ce serait dommage. Il me dit, vous m'avez marqué par une chose. Je me suis dit, quand même, 2 jours, il lui reste qu'une chose. Bon, enfin, passons. Et il m'a dit quelque chose. Il me dit, vous nous avez donné un critère. Si on n'est pas capable de parler à notre épouse ou à nos grands-enfants, ou à notre conjoint, de notre job et de ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'il y a un problème. En plus, c'est très concret. Ouais, c'est très simple. Parce et que là, voilà. j'imagine Et que donc, tous j'ai les dit, auditeurs se disent écoutez, ça vous gêne pas si je le répète encore aujourd'hui parce que elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ouais, c'est hyper intéressant de justement de se rendre compte qu'en fait, on sort pas indemne non. de on est du blessé. conformisme. Il y a un mal-être profond. Et on blesse les autres. Parce que quelqu'un qui est allé jusqu'à la dépersonnalisation et donc à la déconstruction de soi-même, il a besoin de se justifier après. Et comment on se justifie ? On tape sur ceux qui sont en dessous, en disant « Comment ? Vous pensez pas ça, cher ami ?» Oui. Mais attendez, il faut penser ça. Vous n'avez pas appris le glossaire. On n'utilise plus ces termes-là dans l'entreprise. Il faut vous mettre à la page. Et justement, pour faire face à ce conformisme qui prend de la place du coup dans nos quotidiens et dans nos entreprises, on l'a vu, on a dit qu'il y a quand même des démarches, des moyens de l'éviter. On a dit, par exemple, trouver des alliés, donc des personnes qui vont être comme nous, pas d'accord, entre guillemets, ou en tout cas différentes, exprimer cette différence. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent de s'ouvrir ? Oui, je vais m'éloigner un peu de vous. Je crois que le problème n'est pas forcément de devenir un dissident dans son entreprise. Il faut parfois dire c'est pas possible de faire cela, mais ça veut dire qu'on prend sa valise, hein. Enfin, là aussi, il y a des gens qui ont eu le courage de le faire. Quand c'est des petits points de désaccord, pas grave. Mais quand c'est des gros points de désaccord, voilà, où vous gardez votre cohérence, ou vous vous détruisez. Je regarderai d'une autre manière. Je crois qu'il faut aider les personnes à redevenir complètement elles-mêmes. Je m'explique. Il faut réapprendre à regarder les choses différemment. Et quand, par exemple, on a un jeune collaborateur et qu'on lui dit « Tiens, qu'est-ce que tu as vu à l'usine, dans le service, avec les prestataires ? Tu peux me raconter ?» Et s'il vous raconte les choses d'une manière absolument banale parce qu'il essaye, là aussi, de se préserver, tu dis « Non, ça, tu laisses tomber. Maintenant, tu me racontes la vraie vie. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce que tu as vu ? Vous lui apprenez à avoir un vrai regard. » Et vous-même, vous vous confrontez à peut-être des choses une vraie expérience, oui, et donc des vrais éléments qui me remontent. Deuxièmement, je crois qu'il faut toujours faire quelque chose soi-même. On est dans une époque où finalement, les gens, ils aiment bien faire aux autres. Donc, comme ça permet de contrôler le travail de l'autre. Normopathie extraordinaire, et la normopathie crée beaucoup de conformisme. Mais quand vous faites quelque chose vous-même, vous allez vous affronter à quelque chose qui est dur, qui est pas facile, qui est d'une drôle de forme, à tout point de vue, physiquement et matériellement si vous avez un métier manuel, mais si vous êtes dans le domaine de la relation, du service, etc., c'est exactement pareil. Oui. Si on fait quelque chose toujours, c'est comme si on avait une ancre qui nous évitait de nous élever trop vite. Et donc, on reste les pieds sur la terre et on arrive à comprendre les choses. Ça, c'est pour moi la deuxième règle. Toujours faire quelque chose. Si c'est coller des enveloppes, coller des enveloppes. Si c'est écrire des adresses, écrivez des adresses. Je pense à ça parce que je pense à un labo pharmaceutique où les patrons avaient gardé la technique, un tout petit labo, d'écrire à la main les enveloppes pour envoyer à des personnes. Pourquoi ? C'est tout bête. Vous savez pourquoi ? C'est quoi ? C'est l'humanisation du patient ? Non. Quand vous envoyez c'est des labos pour faire de la publicité, par exemple. En fait, quand vous envoyez avec des adresses, les assistantes fichent au panier directement. Quand c'est écrit manuellement, les assistantes se disent « Mef, il vaut mieux le garder ». Voilà. Donc, on apprend des choses comme ça avec ces gens-là en restant axés sur le terrain. La troisième chose peut-être, c'est de se recréer une densité de pensée personnelle en fait. Alors, on va dire c'est super intello, je suis pas capable, c'est pas mon truc, mais pas du tout. Chacun a une pensée, mais il s'agit de se garder un petit moment dans la vie. Je citais beaucoup avant, puis la personne s'éloigne dans l'histoire. Mandela a fait ses paroles de prison. Je ne sais pas si vous avez feuilleté ce livre. Et pour résister en prison, je ne sais plus, il est resté 15 ans, je crois, ou 20 ans. Enfin une période assez importante. Conséquente,
Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait pour tenir ? Moi, Il ça m'a écrivait, épaté. ça c'est sûr. Eh ben non, c'est pas simplement. Il cultivait un tout petit jardin. Parce que ça lui permettait de penser en se relaxant. Et voilà, parce que l'écriture nous pousse à la rationalité un peu. On a l'impression qu'on a un monde rêvé, qu'on va définir les choses, on va expliquer aux gens comment bien fonctionner, tout ça. Ça, c'est la vie rationnelle. Et puis, il y a une vie expérimentale. Oui, et en concret, fait, la pensée, c'est de réconcilier une vie rationnelle et une vie expérimentale. Et après, et la vie expérimentale, tout le monde l'a, en fait. Les innovations dans l'entreprise, elles viennent... c'est marrant, les grandes entreprises ont du mal à innover. Pourquoi, justement ? Et elles créent des filiales à l'extérieur pour créer un écosystème propre à l'innovation, comme si les grosses structures ne pouvaient plus innover. Mais bien sûr, les structures ne peuvent plus innover, parce qu'il faut prendre des risques en innovant. Qu'est-ce que font les gens de terrain ? Ils se cognent. J'arrive pas à bien prendre cette anse. Pourquoi il n'y a pas de anse ? Voilà, j'ai innové. Eurecia fera maintenant des shops à 2 anses, parce que je trouve ça plus pratique. L'innovation, ça vient d'un regard qui se pose tous les jours sur quelque chose qui nous gêne. Si je prenais le café tous les jours, j'aimerais 2 anses. C'est un regard différent, au final innovant, c'est changer d'angle. Alors c'est une inventivité. Moi, le mot innovation a tellement été préempté par les cabinets de consultants. Oui. Je vais citer un dernier exemple, mais j'aime beaucoup les consultants puisque j'en suis un. Hein. Mais globalement, quand vous organisez une journée innovation dans une entreprise en bourrant la tête des gens en disant vous allez voir ce soir, on aura sorti des vraies innovations pour votre entreprise. Bon, qu'est-ce qui sort à la fin de la soirée ? 0. Oui. En fait, les vraies innovations, c'est l'inventivité au quotidien. Ou alors, ce sont des chercheurs et des inventeurs qui sont en tranquillité, qui nous apportent quelque chose de vraiment révolutionnaire. Donc, il y a l'innovation, l'inventivité. Mais l'une et l'autre ont besoin de non-conformisme, puisqu'on n'a pas osé le dire depuis tout à l'heure. C'est vrai, le non-conformisme. Merci beaucoup. Jean, on arrive à la fin de cet épisode déjà, mais c'est une conversation qui est très intéressante. Vous l'avez entendu, Jean Grimaldi d'Ezra a expliqué à quel point le conformisme fait partie de nos quotidiens, qu'il soit professionnel ou personnel, évidemment, et à quel point il est primordial dans la vie en société. Il n'empêche que la création, l'innovation, la liberté, la richesse culturelle et relationnelle existent grâce à la différence, à l'anticonformisme ou le non-conformisme, ce qui fait au final notre individualité et notre libre arbitre. Il y a donc un juste milieu, c'est aussi ce qu'on n'a pas arrêté de se dire, un juste milieu à trouver entre les deux, mais il faut aussi accepter notre part de conformisme. Merci beaucoup. Merci Grace. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.